Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures qui, ma foi, ont été très bonnes. Il n'y en a aucune qui a été mauvaise. Je vous montre vite fait les livres dont je vais vous parler pendant cette vidéo. Donc Haruki Murakami, Sommeil, Cornelia de Preux, L'Aquarium, Magie Blanche, Le Secret et Après, Fulcanelli, le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre, et d'édition Grund, contes scandinaves. Voilà, donc je vais commencer par les livres appropriés à tout le monde, et je vais terminer par les livres un peu dédiés aux trucs qui moi m'intéressent. Après je sais pas si vous ça vous intéresse, donc voilà pourquoi je vais les mettre en dernier. Donc ces deux-là. Haruki Murakami, Sommeil, et j'ai commencé par celui-là parce que franchement, Cornelia de Preux, L'Aquarium. Donc c'est une auteure suisse. C'est une fable contemporaine, un huis clos familial où un homme prisonnier de sa propre folie et obsédé par un plan étrange entraîne les siens dans un monde totalement incongru, voire diabolique. Et je vais pouvoir vous raconter le résumé parce que de toute façon, il y a à peu près tout qui est écrit ici. Donc déjà, non ça je dirai après. Donc l'histoire, c'est un homme qui est marié, qui a des enfants. Ils ont tous deux un travail, on va dire qu'ils sont dans la classe moyenne, normale quoi. Et en fait, lors d'une conversation avec les voisins, le mari va dire, bah ouais nous on part aux îles cette année. Et les voisins, ah bah c'est cool et tout. Sauf qu'en rentrant, la femme lui dit, mais non, on part pas aux îles, enfin, c'est impossible, on n'a pas les moyens et tout. Et son mari lui dit, si, on va partir aux îles. Bref. Et donc la femme, elle se dit, non, on va pas partir, c'est pas possible. Et en fait, lui, son idée, c'est de squatter dans la cave en faisant croire aux voisins qui sont partis aux îles. Il a tout prévu et tout. Pour en gros ne pas être, pas en disgrâce, mais voilà, c'est comment la façon dont les voisins le perçoivent qui fait qu'il pète un plomb et qui fait ça en fait. Et ça m'a fait penser à un fait divers, à une affaire qui n'est pas encore résolue d'ailleurs, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En fait. Franchement, si vous l'avez lu, il y a quand même un petit truc un peu similaire, même si on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment dans l'affaire Ligonnès. Il y a quand même une famille parfaite en apparence et qui meurt alors qu'on est sur le point de découvrir qu'ils sont ruinés. Enfin bref, bizarre. Hein. Donc vous l'aurez compris, ce livre n'est pas du tout joyeux. Ambiance pesante, ambiance à la Shining. Vraiment, on est dans une cave. On sait que ça va mal se terminer en fait parce que les enfants par exemple... les parents vont dire ouais bah ouais on part aux îles et tout, préparez-vous, ah bah ouais c'est trop bien, je veux un tuba, je veux ça, faudra pas que j'oublie ça. Et au moment de partir, ils vont dans la cave quoi. Donc vous imaginez un peu l'ambiance et la fin. Enfin, ouais, ça je peux pas vous spoiler, mais la fin reste ouverte. C'est à vous de vous faire votre avis. Moi je me le suis fait. Mais globalement j'ai aimé l'histoire. Parce que franchement, d'où elle a sorti cette histoire et même si c'est pas super bien écrit, même s'il y a des termes suisses à moi, franchement, j'ai rien contre les Suisses, mais genre, par exemple, si tu postules en Suisse, faut pas dire candidature, faut dire postulation. Enfin, ils ont plein de termes comme ça qui n'existent pas chez nous en France. Et là-dedans, il y avait pas mal de termes qu'on arrive à comprendre, hein, mais qui font pas partie de notre vocabulaire. Donc la plume n'est pas ouf, mais je vous conseille de le lire, ne serait-ce que pour son imagination... j'allais dire débordante, mais non, plus machiavélique, plus... ah ouais, on se sent pas bien en lisant ce livre, je vous le dis, on se sent vraiment pas bien, comme dans Shining, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et en plus, plus on avance dans l'histoire, on a des informations qu'on n'avait pas sur la psychologie des personnages, sur ce qu'ils ont déjà fait avant, enfin, voilà, ça ne présage rien de bon, quoi. Mais c'est une bonne lecture quand même. C'est vraiment atypique et original. C'est pour ça que j'ai apprécié. Voilà. J'ai lu donc d'Haruki Murakami, Sommeil. Donc d'Haruki Murakami, j'ai adoré Kafka sur le rivage. Je n'ai pas aimé L'étrange bibliothèque. J'ai abandonné La balade de l'impossible.
Mais celui-ci, il fait partie de mes préférés avec Kafka sur le rivage. Donc, j'ai l'impression que Haruki Murakami, il a deux styles. Le style ultra contemporain, que je n'aime pas du tout, et le style un peu onirique, mais en même temps, il donne un peu son point de vue sur la vie, sur la... Ouais, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce style-là. En gros, là, dans Sommeil, ben, c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive plus à dormir. Mais c'est pas genre elle est insomniaque, c'est vraiment pendant une semaine, elle ne dort pas. Et vous allez me dire, mais non, mais c'est pas possible parce qu'elle serait déjà morte. Mais, bah, comment vous dire, pour ne pas dire... voilà, donc dans ce livre, on va suivre cette personne. Et il y a un passage, moi, que j'ai vraiment aimé parce que j'ai vécu cette chose-là que je ne souhaite à personne. Il s'agit de la paralysie du sommeil. Bon, je l'ai vécu qu'une seule fois, hein, mais ça m'a traumatisée pendant genre 3 ans. Et je trouve qu'il décrit vraiment, enfin je suis sûre que lui aussi il a déjà une paralysie du sommeil parce que comment il décrit le truc, si tu l'as pas vécu, tu peux pas décrire certains détails en fait. Donc voilà, c'est un peu dans le domaine onirique, du rêve. On ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais à la fin, comme celui-ci, libre à vous de faire votre interprétation. Voilà, mais vraiment, j'ai vraiment aimé. Ensuite, alors, Magie Blanche, Le Secret et après, de Jacqueline Frézard. Donc, déjà, je vais vous dire qu'est-ce que le secret. Donc, le secret, qui est appelé aussi les faiseurs de secrets. Dans certains endroits, ça s'appelle barreur, mais c'est pas lié au magnétisme en fait. Donc, le secret se transmet de génération en génération en Suisse et en Alsace, bon, peut-être partout ailleurs, je ne sais pas, dites-moi si vous savez. Donc, et il s'agit de prières, voire aussi de rituels ou de trucs. Enfin, c'est pas forcément qu'une prière, quoi. Mais en gros, voilà, c'est soit ta famille qui te le transmet, ou soit une personne qui te le transmet. Voilà. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette personne nous livre un témoignage très intéressant, puisqu'elle dit qu'elle elle a pratiqué le secret. Il y a plusieurs personnes qui lui ont donné des grossettes secrètes. Donc voilà, les faiseurs de secrets guérissent en général les maux du corps, hein, rhumatisme, douleur, feu, brûlure. Et en fait, elle dit que elle pratiquait, et au bout d'un moment, elle s'est questionnée et elle s'est rendue compte que c'était pas forcément anodin ce qu'elle faisait et c'était pas forcément la bonne personne qu'elle servait. Enfin, c'est pas une question de servitude, mais elle n'utilisait pas forcément les bonnes choses. Donc, comment vous dire ça? Par exemple, après elle précise pas, forcément c'est un secret, elle te dit pas quelle prière elle utilise, mais par exemple moi je sais qu'en magie noire, ils utilisent les prières à l'envers. Donc ça elle n'a pas précisé, mais elle dit qu'en fait quand elle guérissait les gens, eh bien souvent elle avait elle-même cette douleur-là en contrepartie. Donc il restait pas tout le temps, mais genre elle soignait quelqu'un d'un rhumatisme, le lendemain elle avait du rhumatisme. Qu'est-ce qu'elle disait aussi? Qu'elle a vu une présence obscure. Quand elle pratiquait, il y avait une présence, pas omniprésente, mais parfois, voilà. Preuve en gros parce qu'elle pensait utiliser les pouvoirs de Dieu, en fait, par la prière et tout ça, et en faisant le bien, mais pas forcément. C'est pas parce que tu fais le bien que tu utilises la magie blanche, on va dire, et c'est pas parce que tu fais le mal que tu utilises la magie noire. Enfin bref. Et aussi, elle s'est rendue compte, déjà aussi, elle allait voir des voyantes, elle allait voir des cartomanciennes, elle utilisait le Ouija, elle faisait appel à des esprits aussi pour guérir les gens, elle faisait appel à des esprits défunts. Donc, enfin, je sais pas, mais moi je trouve ça un peu bizarre, enfin genre... vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, du coup ce témoignage est super intéressant, je la juge pas, justement, au contraire, chapeau à elle parce qu'elle a osé dire des choses. Après, entre-temps, elle s'est rapprochée de Dieu. Elle pensait être proche de Dieu, mais elle s'est rendue compte que pas du tout, et du coup elle est revenue vers Dieu, elle a brûlé tous ses livres d'occultisme, elle a jeté toutes ses statuettes, blablabla.
Et voilà, donc je le trouve très intéressant parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, le milieu sciences secrètes, spiritualité, sciences occultes et tout, on ne sait pas forcément quand on utilise quelque chose si c'est le bien ou le mal, quoi. Par exemple, si tu utilises un pendule, que tu poses une question, je voulais vous parler d'un truc perso, mais non, je vais pas vous dire, mais en gros, tu poses une question au pendule, genre, est-ce que je peux vendre mon âme au diable? Ah ben, franchement, le pendule, il y a moyen qu'il te dise oui, en fait, tu vois, parce qu'en fait, le pendule, enfin, ce qui te répond, tu sais pas qui c'est, et si c'est un mauvais esprit, il va pas te dire, oh ben non, on n'y va pas, c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce milieu-là, on sait pas vraiment qui est notre interlocuteur, vu qu'il est invisible. Pareil, quand tu tires les cartes. Alors là, je suis pas d'accord, parce qu'elle dit oui, Dieu l'a dit, il faut pas aller voir des voyantes. Ça, je suis d'accord. Mais on peut tirer les cartes pour soi-même. Mais c'est vrai que, par exemple, si moi, demain, je vais voir une voyante pour qu'elle, ou une cartomancienne pour qu'elle me tire les cartes, eh ben, ce qu'elle va me dire, c'est comme si une prédiction se créait, en fait. Et du coup, c'est pas bien, parce que en allant voir un voyant, tu crées des prédictions, alors qu'en allant pas voir un voyant, bah, tu suis ton chemin normal, quoi. Je sais pas si vous me suivez, là, c'est un peu ouh, je sors du boulot, tout ça, mais j'étais inspirée pour faire la vidéo, et après, j'ai pas le temps les autres jours. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez l'occasion de trouver ce livre, franchement, lisez-le, que vous soyez du bon côté ou du mauvais côté, ou totalement neutre, il peut vous apprendre des choses. Voilà. Ensuite, alors, Fulcanelli, les cathédrales, le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Donc, déjà, Fulcanelli, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que c'est un homme, enfin, c'était un homme assez mystérieux. Enfin, il n'y a pas trop de bio sur lui, il y a assez peu d'informations. Mais c'était un alchimiste, ou en tout cas une personne ayant pris le chemin de l'alchimie, et voilà, il nous dévoile rien, hein. Attention, enfin, parce qu'en fait, il y a certains auteurs, genre quand vous lisez des livres sur l'hermétisme, sur la Kabbale, qui vont vous dire ah, mais moi je sais, mais je peux pas vous dire, je peux pas, mais je le sais, tu vois, ça c'est un peu chiant, ça m'énerve. Alors que lui, pas du tout, il va pas te dire je sais, mais je te dirai pas, il va dire comprenez ce qu'il y a à comprendre, tu vois. Et je trouve, oui, que son discours est ouvert, pas vaniteux, très lisible, ma foi. Au début, je m'étais dit, ah, c'est dommage que je ne l'ai pas lu avant de lire Huysmans là-bas. Et après, je me suis dit, ben non, parce qu'en fait, j'aurais pas lu Huysmans là-bas, je n'aurais certainement pas acheté, je sais pas, parce que bon, l'hermétisme m'intéresse, mais je suis pas encore, je pensais pas être encore à ce stade-là. Enfin, moi, perso, allez, hein, on est sincère, moi, je vous dis, je ne cherche pas la pierre philosophale, je ne cherche pas à être riche, à vivre éternellement. En fait, c'est ça le problème avec moi, il n'y a pas de pacte à faire, il n'y a rien à faire parce que je veux rien. Je ne veux rien, je veux juste comprendre et me faire mon opinion en ayant toutes les informations que je peux avoir, que je peux comprendre. Voilà, donc télémaquette. Et franchement, ce bouquin, je vais le garder, je vais le relire à certains passages qui m'ont intéressée. Franchement, je suis envoûtée par Nietzsche, je crois, parce que genre à un moment, il dit quoi? Il parlait de la langue ou du langage des oiseaux. C'est alchimique pour dire un langage, voilà, que si t'es pas initié, tu ne comprends pas. Et en gros, il a dit quoi? Fulcanelli, il a dit que le langage des oiseaux s'appelait aussi le gai savoir. Mais qui a écrit un essai qui s'appelle Le gai savoir? Eh ben Nietzsche. Alors franchement déjà, Zarathustra, prophète perse, ensuite le gai savoir. Nietzsche, je crois qu'il est en train de dépasser Schopenhauer dans mon cœur, quoi. Même si il n'a pas que des bons côtés, hein, on est d'accord. Mais franchement, voilà. Donc ce livre est intéressant, source fiable. Même si j'ai lu sur internet qu'il disait que quand même Fulcanelli, il y a pas mal de gens qui ont contredit ses théories. Même c'est pas des théories en fait, c'est en gros dans ce bouquin, ce qui fait le plus, c'est dire, ben voilà, la cathédrale de Strasbourg, à tel endroit, il y a tel dessin, ça représente ça, ça veut dire ça, ça. C'est une interprétation, voilà. Donc, c'est tout pour celui-ci. Et le dernier, c'est un livre de contes, les contes scandinaves.
Alors, les illustrations. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'acheter de cette collection-là, Grund, les illustrations sont toujours folles. Enfin, folles. Vraiment, moi je trouve elles sont belles. Limite un peu dark parce que c'est quand même adressé à des enfants. Mais vraiment, il est beau. Tout est beau. Par contre, les contes, c'est plus pour les enfants. Et ce que j'ai pas aimé, moi je vais faire ma chiante, c'est qu'en gros, là, on a la table des matières. Et genre, premier conte à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et ben, c'est marqué conte norvégien. Mais quand tu vas lire le conte, c'est pas marqué que c'est norvégien. Donc en gros, à chaque conte, tu devrais aller à la première page pour vérifier de quel pays ça vient. Non. Donc voilà, j'ai même pas regardé quel conte venait d'où. Je dis juste, ouais, c'est des contes scandinaves. Voilà. Donc j'étais un peu déçue par celui-ci. Voilà. Mais je vais le garder vu que j'en ai 3-4 de cette collection. Donc c'est tout pour mes livres. Si je devais les classer par ordre de préférence, je mettrais Haruki Murakami en numéro 1. Oh, les deux là, ex aequo. Ensuite, l'Aquarium. Et celui-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve prochainement pour mes dernières lectures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment je ne fais pas trop de book haul, mais pour vous raconter un peu ma vie, j'ai démissionné de mon CDI il y a quelques temps. Je suis restée quelques temps sans rien, donc dans la dèche, donc je ne pouvais pas trop m'acheter de livres quoi. Et là, j'ai un projet pro de micro-entreprise et j'ai retrouvé un autre travail, voilà. Donc je pense que book haul d'ici octobre. Octobre, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Si on a des points communs, des atomes crochus, n'hésitez pas à me donner des références. Voilà, et puis je vous dis à plus. Ciao.